CM2. Alors aujourd'hui, on va parler des solides. Ce sont des choses que vous avez déjà un peu étudiées l'année dernière, mais cette année, on va essayer d'approfondir un petit peu nos connaissances. Alors pour commencer, dans cette vidéo, on va déjà réviser les bases, le vocabulaire, et faire quelques petits rappels qui, je pense, seront bien utiles. Alors, voici 5 solides. Certains, vous avez certainement dû les identifier, vous les avez peut-être même nommés. Alors, ils ont des points communs, ces 5 solides, c'est qu'ils sont constitués uniquement de faces qui sont des polygones. Comme vous pouvez le voir, alors celui-ci, il a 2 faces qui sont des hexagones, et ensuite il a 6 faces qui sont des rectangles. Celle-ci, la pyramide, vous la reconnaissez, pyramide à base carrée, elle a donc 3 faces qui sont des triangles et une face qui est un carré. Celui-ci, qui est le prisme, il a 2 faces triangulaires et 3 faces rectangulaires. Celui-ci s'appelle un prisme aussi. D'accord ? Un prisme, c'est juste, on va dire, on pourrait imaginer que c'est la projection de la face sur une profondeur. Ici, on a un parallélépipède rectangle, qu'on appelle aussi pavé droit. Vous voyez qu'il a 2 carrés aux extrémités et 4 rectangles. Et ensuite, cette pyramide à base triangulaire, qu'on va appeler un tétraèdre, qui est composé de 4 triangles. Le point commun donc de ces solides, c'est qu'ils n'ont que des faces qui sont complètement planes. Plane, ça veut dire que voilà, c'est dans un plan, c'est-à-dire que c'est pas du tout courbe, il n'y a pas du tout d'irrégularité. Le 6e solide qui manquerait dans cette petite famille qu'on apprend au CM2, c'est lui. Le cube avec 6 faces carrées, mais on est toujours sur des faces qui sont planes. Cette petite famille, on va lui donner un nom. On va l'appeler la famille des polyèdres. Alors, polyèdre, ça vient du grec poly, qui veut dire plusieurs, beaucoup, et èdra, qui veut dire base. Donc effectivement, ces solides ont plusieurs bases, puisqu'ils peuvent être posés de différentes façons. Alors, comment est-ce qu'on peut identifier un polyèdre? Je le répète une dernière fois, il n'a que des faces qui sont des polygones, c'est important. Alors on va voir maintenant d'autres types de solides, et on va voir quelle est la différence avec cette famille des polyèdres. Alors on va reprendre l'exemple de ce prisme-là. Vous vous en rappelez tout à l'heure, on l'a vu. À ses extrémités, on a 2 triangles. Si vous êtes observateur, vous voyez que les 2 surfaces des triangles sont parallèles l'une à l'autre. Et ensuite, on a 3 rectangles. Alors, on est face donc à un polyèdre et on va pouvoir donc donner des noms à certaines parties de ce polyèdre. Alors, pour les différents polygones qui constituent ce polyèdre, on va parler de faces. Donc ce polyèdre, il a 5 faces. On va les compter ensemble. 1, 2, 3, 4 et 5. Donc on a bien 5 faces. Ensuite, ce polyèdre, il a des arêtes. Alors, les arêtes, en fait, normalement, une arête, c'est une droite, un segment qui délimite l'endroit où 2 plans vont se croiser. C'est-à-dire que là, vous avez 2 plans. Un plan ici qui est le plan du triangle et un autre plan qui est celui du rectangle. Ces 2 plans-là, en se croisant, ils vont former cette arête-là, qui est un segment qui est parfaitement droit. D'accord ? Donc on est sur un segment de droite. Donc quand on parle d'arête dans un polyèdre, on parle de ça. Maintenant, vous allez voir que tout à l'heure, quand on parlera des non-polyèdres, on utilise parfois à tort le terme d'arête, mais voilà, vous retrouverez tellement cette dénomination dans les manuels ou dans les exercices qu'on vous demande de faire, qu'on vous le dit quand même. Mais sachez que, voilà, a priori, normalement, une arête, c'est vraiment l'intersection de 2 surfaces qui sont complètement planes. Alors ici, les arêtes, on va les compter. À l'intersection de mon rectangle ici et de mon triangle, j'en ai déjà une. Donc je peux déjà en compter 2 autres ici, qui sont les intersections avec les autres rectangles. Je peux en compter encore
autant de l'autre côté, sur l'autre triangle. Et à chaque fois que deux rectangles vont se couper, ils vont former aussi une arête. Donc au final, j'en ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9. Ce prisme-là, il a donc 9 arêtes. Et on a aussi des sommets. Alors les sommets, sur les polyèdres, ce sont les endroits où au moins 3 faces se rencontrent. Au moins 3, bah oui, puisque pour former un sommet, il faut qu'il y ait au moins 3 faces qui se rencontrent. Ici, là, on a un sommet. On a 2 rectangles plus un triangle qui se rencontrent ici. D'accord, c'est vraiment le point. C'est un point en fait, un sommet. Géométriquement parlant, on parle d'un point. Donc ici, on va les compter. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. J'ai donc 6 sommets sur ce prisme. On va faire le même travail sur l'autre prisme de tout à l'heure, celui avec les hexagones, et vous allez voir qu'on va facilement comprendre comment ça fonctionne. Alors le voilà. Donc encore une fois, 2 hexagones opposés qui sont parallèles l'un à l'autre. On va compter donc les faces ensemble. Si vous êtes perspicace, vous allez voir que du coup à chaque côté de cet hexagone, on va avoir un rectangle dans le prolongement. Comme mon hexagone ici a 6 côtés, ça veut dire que je vais avoir combien de rectangles? Je vais en avoir 6, forcément. Donc je sais déjà que je vais avoir 6 faces rectangulaires. Si à ça j'ajoute 2 faces hexagonales, ça me fait donc 8 faces pour ce polyèdre-là. Combien d'arêtes maintenant? Bien, regardez, à chaque fois que 2 rectangles vont se rencontrer, je vais avoir une arête. Donc je vais les compter, et pour être sûr de ne pas compter 2 fois la même arête, je vais faire très attention. Je vais donc orienter mon polyèdre comme ça, vous allez pouvoir compter avec moi. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6 arêtes. Encore une fois, c'était logique puisque les arêtes, en fait, elles sont dans le prolongement des angles de l'hexagone qui est à l'extrémité du prisme. Donc ici, j'ai déjà compté 6 arêtes, mais j'ai pas tout compté encore puisqu'il me manque encore les arêtes où vont se rencontrer chaque rectangle avec l'hexagone. Et là, j'en ai 1, 2, 3, 4, 5 et 6, et j'en ai autant de l'autre côté, 6 aussi. Donc en gros, j'ai 3 fois 6 arêtes. Ça me fait donc 18 arêtes pour ce prisme-là. Combien de sommets maintenant? Eh bien à chaque fois, on va voir à chaque endroit où au moins 3 faces se rencontrent. Donc là, par exemple, j'ai mes 2 rectangles et mon hexagone qui se rencontrent. J'ai donc un sommet ici. Voilà. Alors on va les compter. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Ça fait donc 12 en tout. Donc si je résume, mon prisme a donc 8 faces. Combien d'arêtes? On les a comptées ensemble, vous vous rappelez? 2 fois 6, plus encore une fois 6, on avait dit 18, et 12 sommets. Voilà. Voici d'autres solides qui ne sont pas des polyèdres. Alors, comme vous le voyez, je pense qu'on a fait un tour assez complet tout à l'heure de ce qu'était un polyèdre. Vous voyez que les solides que je vous présente là ne sont pas du tout constitués de polygones. Voilà, il n'y en a aucun qui comporte des polygones. Ce sont des non-polyèdres. Donc, si je reprends les noms de ces solides, on a ici un cylindre. Ici, on a un cône, une boule et une demi-boule, un peu comme si on coupait une pomme ou une orange en deux. Voilà. Alors, sphère, boule, ça dépend si elle est pleine ou vide. Voilà, on peut accepter les deux si c'est un schéma qui n'est pas forcément précis sur une fiche de travail. Alors, ici, on va vous expliquer deux choses. C'est que, comme ces solides ne sont pas constitués de polygones, on ne va déjà pas les appeler donc des polyèdres, mais des non-polyèdres. Mais c'est aussi attirer votre attention sur le vocabulaire, puisque tout à l'heure on a expliqué, je reprends mon cube ici, que ces parties-là, qui étaient les intersections de deux faces,
on les appelait les arêtes. Je vous ai dit que c'était des segments qui étaient à l'intersection de deux surfaces planes. Donc voilà, on imagine que ces deux surfaces continuent et qu'elles se coupent, donc ça forme un segment de droite. Aujourd'hui, à l'école primaire, on a tendance à expliquer aussi aux enfants que comme la surface ici du disque coupe la surface qui fait le tour du cylindre, on peut appeler ça une arête aussi. Alors vous verrez plus tard quand vous ferez des mathématiques à un niveau plus élevé que c'est pas forcément vrai, mais aujourd'hui dans le cadre du travail de CM2, on va considérer qu'on va appeler cette partie-là une arête et aussi pour le cône. Voilà, ça vous facilitera un petit peu la visualisation des choses puisque le but du jeu c'est que dans quelques temps, on vous invite à faire les développés à plat de ces solides pour essayer de voir un petit peu comment ils sont constitués. Donc je rappelle juste leur nom, donc le cône. Alors encore une fois, le cône en réalité n'a qu'une face et une surface donc qui est courbe. On peut accepter de dire que le cône a deux faces. En fait, vous allez voir les deux versions de façon assez régulière. Moi, je vous explique les deux, puisque certains d'entre vous feront peut-être des recherches sur Internet. Je sais qu'il y en a, c'est très bien d'ailleurs d'essayer d'approfondir un petit peu ces connaissances sur Internet. Mais vous verrez que selon les sites sur lesquels vous tombez, on vous dira qu'un cône, il a un sommet ici, qui n'est pas un sommet parce qu'il est la rencontre de plusieurs polygones, mais qu'il est un sommet parce qu'il est opposé à la base. Donc on va même l'appeler l'apex, ce sommet-là. Et que du coup, le cône, il a une seule face, c'est-à-dire celle-ci, mais que celle-ci n'en est pas une. Et on vous dira aussi qu'il n'a pas d'arête. Vous trouverez d'autres sites ou d'autres fiches de travail, exactement comme celle qu'on vous a envoyée, où on attendra de vous de répondre que le cône a deux faces. Donc on considérera que ça c'est une face, et que celle-ci c'en est une autre avec une arête ici qui fait le tour. Voilà, donc il faut connaître les deux versions. La version plus poussée en mathématiques, voilà, on devrait vous apprendre que ça, non, c'est pas une arête, mais voilà, on valide à l'école primaire les deux réponses. Encore une fois, c'est pour rendre les choses un peu plus faciles à comprendre, à voir, surtout, de visualiser que là, on a bien une différence, une limite qui se fait entre les deux surfaces du cône. Et puis il faut bien lui donner un nom, donc à l'école primaire, on va vous l'appeler une arête. Bien, donc voilà pour la famille des noms polyèdres qui sont donc les plus connus. Dernière petite partie pour cette vidéo, on va voir ce que c'est que la perspective cavalière. La perspective cavalière permet de donner l'illusion d'une troisième dimension, mais sur une feuille. C'est très souvent comme ça qu'on va vous représenter des solides et que vous allez les reconnaître d'ailleurs. Alors, qu'on s'entende bien déjà sur ce que ça veut dire 3 dimensions. 3 dimensions ici, si je pouvais résumer, ça voudrait dire que déjà, ma première dimension ici, ça serait une longueur, d'accord? Je mesure la longueur entre un point donné et un autre point, donc j'ai une dimension. À partir du moment où j'ajoute une deuxième dimension, j'ai une longueur et une largeur. On pourrait dire aussi que j'ai une hauteur et une longueur, ou une hauteur et une largeur. Maintenant, imaginez que ma feuille prenne de la profondeur et que j'ajoute ici une troisième dimension qui irait dans ce sens-là. On a donc une profondeur. D'accord ? C'est exactement ce qu'on a avec ce cube. Si je mets le cube comme ça bien face à la caméra, on voit bien que j'ai 2 dimensions, une hauteur et une largeur. Ici, on va avoir 4 côtés. Maintenant, vous voyez que ici, j'ai aussi une profondeur. Mon cube, il a une profondeur. Donc, c'est celle-là, la troisième dimension. D'accord ? Alors, la perspective cavalière, elle va permettre de donner l'illusion de cette profondeur. Si je trace un carré à main levée, voilà, alors ce sera plutôt un rectangle. Ici, on est d'accord que je suis sur un rectangle en 2 dimensions. Voilà, j'ai ma longueur, j'ai ma largeur, ce sont mes 2 dimensions. Si je veux donner l'illusion d'une boîte, quelque chose qui est en profondeur, il faut que j'ajoute une troisième dimension, donc qui va partir. Je vais essayer de la faire partir vers le loin, et donc je vais l'utiliser, je vais la faire partir un peu comme ça sur le côté. J'ai donc créé une arête ici, artificielle, qui serait la rencontre de cette face-là et de cette face-là. Sauf qu'il faut que je délimite ces faces. Sachant que ces faces sont des rectangles ou des carrés, ça dépend comment on prend, si c'est un cube ou un parallélogramme. À
parallélépipède, pardon, ces deux arêtes vont être parallèles et de même longueur. Donc je m'arrange pour faire des arêtes parallèles et de même longueur. Je rappelle qu'on a main levée, c'est pas très précis. Le quatrième côté de cette face va venir ici et il sera donc parallèle à ce côté-là du rectangle. Et là, tout doucement, je commence à avoir une illusion d'une troisième dimension, une illusion de relief entre guillemets. Ici, comme la face du dessus sera aussi un rectangle, cette arête-là, elle va être parallèle à celle-ci. Donc ça veut dire qu'elles vont partir dans la même direction. Et comme elles doivent avoir la même longueur, je vais l'arrêter ici et je vais donc faire mon quatrième côté. Et je vois donc apparaître 1, 2, 3 faces. On est d'accord que là, en réalité, sur ma feuille, j'ai un rectangle et j'ai deux parallélogrammes qui sont là. Voilà. J'ai quelque chose qui est complètement plat. Je ne peux pas attraper cet objet. Il ne prend pas de place dans l'espace. C'est ce que je disais tout à l'heure. Un solide, c'est quelque chose qui prend de l'espace et là, ça n'en prend pas. C'est une illusion. Alors, ce qu'on peut vous demander comme exercice, c'est d'essayer de faire aller un petit peu votre perception, d'essayer d'imaginer que derrière, j'ai encore des arêtes. Puisque ce solide-là, on le connaît, hein, c'est le pavé, on l'appelle aussi le parallélépipède rectangle ou parallélépipède tout court s'il n'a pas d'angle droit. Derrière, je vais avoir des arêtes encore qui là sont invisibles. De la même façon que si je mets mon cube comme ceci, alors je vais dézoomer un peu. Hop. Si je mets mon cube comme ça, on voit 1, 2, 3 faces, comme sur mon dessin, et je vois pas les autres. Pourtant, j'en ai encore une en dessous, une derrière, et encore une ici. Et donc, j'ai des arêtes encore. Donc, en imaginant maintenant que mon solide soit transparent, je vais essayer d'imaginer un petit peu comment reproduire ces arêtes qui sont invisibles. Mais encore une fois, je sais que cette face qui est là, elle est identique à celle qui est derrière. Donc ça veut dire que je vais avoir aussi derrière un rectangle. Et que donc, je vais partir sur une arête ici qui sera parallèle à celle-ci. Et de la même longueur. Donc à peu de choses près, je devrais tomber sur un point ici, un sommet qui devrait se trouver ici. Et donc, mon arête verticale va se retrouver là. L'autre arête va se retrouver ici. Et la dernière va se retrouver là. Là, j'ai l'illusion, on pourrait dire, d'une boîte en verre, d'un aquarium, mais ça me permet de voir, entre guillemets, les arêtes qui sont invisibles. Et là, du coup, je peux recompter tout ce que je veux voir sur mon solide, c'est-à-dire les sommets, que je vais matérialiser comme ça pour que vous les voyez bien. Donc, normalement, je vais en compter 8. Et ici, on a bien les 8. Voilà, les 8 sommets. On voit bien toutes les faces, donc celle qui est devant, 1, le côté 2, le dessus 3, le dessous 4, derrière à gauche 5, et celle qui est tout derrière, ça fait 6. Et mes arêtes, les visibles, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, et mes invisibles, 10, 11, 12. J'ai bien 12 arêtes. Qu'on s'entende bien, ici on est sur une représentation, encore une fois, qui est à plat. D'accord ? On a l'illusion du volume, mais on reste sur un schéma qui est en réalité en 2 dimensions. Bien, cette vidéo était un petit peu plus complexe que les autres. Même pour moi à faire, c'était pas forcément évident. On essaie d'anticiper vos questions, on essaie d'anticiper vos réactions. C'était pas forcément facile, donc j'espère malgré tout que ça a été assez clair. Surtout, encore une fois, s'il y a un sujet d'incompréhension ou de difficulté, je vous demande de m'en faire part. Si vous voulez que je développe quelque chose d'autre, si vous voulez que je réexplique un point, vous m'envoyez un mail, un SMS. Voilà, on reste à votre disposition, Madame Avez et moi.